Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre télé, sur votre smartphone, bref, aucune excuse si vous passez à côté. Et ce soir, dans cette émission, on s'intéressera à une association qui œuvre dans l'ombre depuis 50 ans pour fédérer, coordonner et représenter les acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Il s'agit du CTDSI, le président de son antenne au Savoyard sera des nôtres d'ici un instant. Puis comme chaque lundi, nous accueillerons nos invités sport et focus ce soir sur une discipline encore trop mal connue, le floorball. Des représentants du club des Dahus du Lac seront des nôtres dans cette émission pour vous dire tout sur cette discipline. Et enfin, et puisqu'il en faut pour tous les goûts, on parlera rock et métal, car dès cette fin de semaine s'ouvrira le Winter Rock Fest du côté de Bonneville avec une très grosse affiche. On y revient en fin d'émission. Mais vous connaissez le principe, on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Salut Seb. Salut Manu. Et avec toi ce soir, on s'intéresse à l'aéroport de Chambéry qui bouge. Oui, à opération de blocage ce samedi avec Extinction Rébellion, Attaque Savoie, les Amis de la Terre en Savoie, qui ont donc occupé l'entrée principale pendant une bonne partie de la journée. Le but, c'est sensibiliser à l'empreinte écologique, lutter contre, selon eux, cet aéroport qui est une aberration environnementale. Donc voilà, on verra s'il y a eu des conséquences pour l'aéroport et puis pour la suite du mouvement. Et puis un deuxième dossier, ce soir, une piscine qui fait l'actu. Oui, c'était très attendu. L'inauguration du centre aqualudique de l'agglomération de Chambéry. 2 ans de travaux, 21 millions d'euros investis par le département, par la région et puis par la ville pour ce nouvel écrin, de dernier grand cri avec des superbes installations et accessible à toutes les personnes. Reportage complet, 18h30 ce soir dans le JT. Merci beaucoup Seb. Je laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, Jean-François Dietlin, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président du conseil technique des directeurs d'établissements et services de Haute-Savoie, le CTDSI 74. C'est bien ça. J'ai pas dit de bêtises? Pas de bêtises. Bon, c'est déjà pas mal. 74. On commence bien. Alors, c'est un acronyme compliqué pour une association qui a un statut quand même essentiel, et ça depuis, comme on le disait, un demi-siècle. Rappelez-nous un petit peu, en quelques mots, les différentes missions du CTDSI. Alors, le CTDSI, c'est une association qui regroupe une cinquantaine de directeurs d'établissements et de services dans le secteur social, médico-social et sanitaire à l'échelle du département de la Haute-Savoie. Ce n'est pas une association qui a vocation à être très connue, puisque finalement, elle regroupe, de par ses adhérents, déjà beaucoup d'acteurs implantés localement et historiquement. Et par contre, elle est importante dans le fonctionnement parce qu'elle permet effectivement de fédérer le travail de l'ensemble des directeurs, de porter une parole commune, d'être un interlocuteur privilégié vis-à-vis de nos tutelles, principalement l'Agence régionale de santé et le conseil départemental de la Haute-Savoie. Alors aujourd'hui, au sein du département, il y a 110 établissements qui sont affiliés justement à cette association, des dispositifs d'accueil, des actions conventionnées, des ESAT, des centres de formation, un spectre très vaste. Est-ce que toutes justement ont les mêmes demandes, ont les mêmes besoins concrètement? Alors, tous ne répondent pas spécifiquement aux mêmes demandes. Donc, dans ce que vous avez cité, on va s'occuper, dans certains types d'établissements, de la personne âgée. Dans d'autres, on va s'occuper de la personne handicapée, enfants ou adultes. Ou enfin, on va s'occuper dans des maisons d'enfants à caractère social, par exemple, d'usagers qui relèvent du champ de la protection de l'enfance et donc de l'action sociale. Mais globalement, tous ces établissements ont quand même un cœur de métier proche, puisqu'ils s'occupent de la personne, de l'aide à la personne. C'est la fibre sociale qui parle. La fibre sociale, médico-sociale, c'est-à-dire venir en aide aux personnes dépendantes, personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous réunit à l'échelle du territoire de la Haute-Savoie. Après, il y a différents métiers pour assurer le bon fonctionnement de ces établissements et services qui ont, pour la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, la spécificité de fonctionner 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Donc aussi avec des besoins importants en ressources humaines.
Justement, c'est l'enjeu aujourd'hui finalement de cette association, du CTDSI, c'est de toujours trouver de la main-d'œuvre qualifiée qui fait défaut dans notre département. Voilà, c'est un des enjeux, effectivement, en sens qu'aujourd'hui, et ça fait quelque part aussi un petit peu de l'actualité, les établissements, personnes âgées, handicapées et action sociale, se retrouvent en difficulté, effectivement, pour pouvoir recourir à l'emploi salarié de personnes qualifiées, formées. Ça peut être des aides-soignants, ça peut être des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des infirmières, enfin voilà. Donc ce type de métier, et effectivement, la Haute-Savoie, de par aussi son dynamisme économique, de par sa démographie positive. Je rappelle plus de tout ça, c'est 12 000 nouveaux habitants par an à peu près sur le territoire. Absolument. J'imagine que oui, ça doit créer des enjeux qui sont très très forts et des demandes très élevées. Des demandes importantes et donc une difficulté effectivement à recruter sur des métiers qui parfois injustement souffrent d'une image dégradée. Je dis injustement parce qu'on ne peut pas dire que tout est merveilleux, ce n'est pas le sujet, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais ce sont aussi beaucoup de métiers où, en contact avec les personnes, vraiment, des salariés peuvent s'épanouir et peuvent trouver effectivement une voie professionnelle intéressante. Jeunes, moins jeunes, ou personnes en reconversion. C'est des métiers qui sont riches de rencontres, qui sont riches d'accompagnement de la personne et riches de ce qu'on reçoit en retour de ce qu'on peut faire dans son activité professionnelle. Donc tout n'est pas sombre et tout n'est pas dégradé dans ces métiers. Il y a aussi des très beaux parcours de vie professionnelle dans nos établissements. Alors est-ce qu'à l'instar de nombreuses autres offres de soins, vous subissez une petite concurrence de nos voisins helvètes de l'autre côté de la frontière ? Nos voisins helvétiques, ils sont juste de l'autre côté de la frontière, on n'y changera rien. Donc de toute façon, il faut qu'on forme probablement davantage. Dans les métiers que j'ai cités précédemment. Aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle peut être un levier important, et en particulier en actionnant le levier de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on mise, avec le soutien du conseil départemental, et je tiens vraiment à le souligner, sur redévelopper les accès à la formation par la voie de l'apprentissage. Donc ça peut concerner des jeunes gens jusqu'à 29 ans, puisqu'aujourd'hui, on peut rentrer par la voie de l'apprentissage dans ce type de métier jusqu'à 29 ans, et avec une rémunération à la clé et des employeurs qui sont prêts à s'engager aussi pour accompagner, former les personnels qualifiés. Après, chacun est libre bien sûr de rester en Haute-Savoie ou d'aller travailler. Mais si on en forme davantage, il y en aura davantage. Simplement, sur le marché, ça paraît logique sur le comme marché calcul. du travail. Voilà. Aujourd'hui, quelle que soit la structure, justement, il y a ce même besoin de main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a pas finalement des petits côtés, des structures qui s'en sortent mieux que d'autres ? Alors, probablement nos collègues du secteur personnes âgées sont plus en difficulté, c'est certain. Le handicap est aussi, commence à avoir des soucis, et l'action sociale également. Donc, c'est pour ça qu'on l'appréhende de manière assez globale. On ne veut pas focaliser la difficulté sur tel ou tel type d'établissement ou de service ou d'usagers. Voilà. On veut l'appréhender de manière la plus globale possible parce que les besoins, de toute façon, les gens, ils sont aussi dans des parcours professionnels, donc des gens qui peuvent très bien travailler un temps avec des personnes handicapées, et puis ensuite, dans un parcours professionnel, décider d'aller sur l'action sociale ou décider d'aller sur le monde de la gérontologie. Donc, il faut ouvrir, effectivement, la capacité à pouvoir former davantage et venir à notre rencontre sur des métiers, je le répète, qui sont riches de sens et qui apportent une véritable plus-value dans la rencontre humaine. Alors on en parle beaucoup sur cette antenne, c'est vrai qu'il y a l'enjeu des municipales qui arrivent, qui se rapprochent. Pour vous, est-ce que ça va changer la donne concrètement, changer peut-être de public, d'acteurs ou comment ça va se passer ? Alors globalement, on est attaché à l'ancrage local, c'est-à-dire que pour nous, la commune, ça reste quand même un maillon important du fonctionnement, et je sais que mes collègues sont aussi attachés à ce qu'on soit interactif avec la vie de la commune et qu'on participe à la vie publique, à la vie associative de la commune, pour quels que soient d'ailleurs les usagers, personnes handicapées, âgées ou enfants en difficulté. Mais ce n'est pas un interlocuteur prioritaire, c'est-à-dire qu'au sens, nos établissements sont globalement autorisés et financés plutôt par l'Agence régionale de santé ou le Conseil départemental de la Haute-Savoie. Merci beaucoup, Jean-François Zettler, d'avoir répondu à toutes ces questions, en tout cas, et d'avoir fait remercie. le détour par chez nous ce soir. Au revoir. Bonne continuation. Merci, au revoir. Et puis à bientôt. Et puis on enchaîne justement avec cet instant sport. Comme tous les lundis, j'accueille Loïc et Karine, joueurs et joueuses d'EDAU du Lac. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous représentez fièrement justement votre discipline, votre club, les DAU du Lac, qui n'a pas à rougir de ses dernières performances. Bravo à vous, on va y revenir. Déjà, on va, si vous le voulez bien, refaire un petit contexte général pour les néophytes dont je fais partie.
Le floorball, concrètement, comment ça se passe? Une crosse, une balle, et puis beaucoup d'énergie, et puis c'est parti. Exactement. Alors donc, on pratique avec une crosse en aluminium assez légère, comme celle-ci par exemple. Ouais. Une balle en plastique, donc différent par exemple du balai sur le hockey sur glace ou de la balle du rink hockey. 5 contre 5, un gardien, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas de crosse comme au hockey. Il a seulement ses protections. Le but, mettre le plus de buts possible en 3 fois 20 minutes, suivant les catégories, temps effectif ou temps continu, c'est-à-dire si la balle elle sort, le temps s'arrête ou pas. Voilà. Alors là, maintenant qu'on a reprécisé un peu de contexte, moi j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que quand on a cette image de cross, de balle, on a forcément le hockey sur glace en tête. Là, ça va un petit peu plus loin et j'ai l'impression que plus qu'un sport de contact comme le hockey, ce serait plus un sport un peu rugby où on n'a pas trop de mise en difficulté d'autrui, où il y a plus de valeurs peut-être qui sont transportées. Karine, qu'est-ce que... Du contact, oui, mais pas de l'impact. Voilà. La nuance est importante. Ouais, oui, voilà. On aime bien se rapprocher du contact, être au contact de l'autre pour effectivement se frayer un chemin jusqu'à la balle. Mais effectivement, il y a un grand respect qui est accordé. L'arbitrage est très exigeant sur les crosses hautes, par exemple, ou effectivement sur cette notion de contact. Donc, il y a un bon état d'esprit. C'est ludique et il y a une très bonne entente. Il y a quelque chose qui est très sympa dans le floorball, par exemple. À la fin de chaque match, le capitaine de l'équipe prend la parole, remercie l'équipe adverse, remercie toute l'organisation et on se serre la main, même aux entames de match. Voilà. C'est vraiment un sport très convivial, très, très humain. Alors, qui a assez peu d'histoire, finalement, je regardais à peu près 35-40 ans d'existence, le floorball, mais qui est en train de monter, grosse courbe de progression, de plus en plus d'équipes. D'ailleurs, justement, les Dahues du Lac, c'est, on peut le dire, l'un des fleurons français, hein, quand même. National 1 pour l'équipe 1, dont tu fais partie, Loïc. Comment ça se... Pardon. C'est pas de problème. Comment ça se passe, justement, au niveau des entraînements? Vous n'êtes pas forcément professionnel, mais il y a un vrai engagement derrière. Alors, on n'est pas forcément professionnel, pardon. Après, c'est tous une passion. On se donne à fond. Pour l'équipe 1, on s'entraîne 3 fois par semaine. Donc, dans 2 salles différentes, une à Sevrier et une à Saint-Joriot. Les déplacements, ce qui peut poser problème parfois, moi, je trouve plus un avantage. C'est-à-dire, on part longtemps et tous ensemble. Par exemple, ça peut aller dans toute la France, vu que le niveau est national. On est répartis en 2 poules, une nord, une sud. Et après, on a des interpoules. On affronte une fois l'équipe de la poule nord, une fois. Et donc, par exemple, on peut aller à Amiens, comme nous, le week-end prochain, on joue à Amiens, ou alors dans le sud à Marseille. Donc forcément, c'est de l'investissement, mais on prend beaucoup de plaisir à partager ça avec nos amis et après essayer de gagner les matchs. Côté féminin également, 4e du classement français, si je ne dis pas de bêtises. Là, actuellement, 3e. Je suis désolé, On est remonté, félicitations, ça week-end c'est la dernier. classe. Non. Justement. Comment, Oui. j'ai l'impression que côté féminin aussi, il y a quand même un gros niveau et que finalement, ça fait partie des sports entre les hommes et les femmes, finalement, il n'y a pas trop de diversité, pas trop d'écart de jeu. Est-ce que c'est moi qui me fourvoie ou concrêtement? Ah, les garçons jouent fort quand même. Non, disons que c'est vrai que dans le club, c'est ce qui est très particulier à ce club. Il y a un pourcentage équivalent de filles et de garçons. On est le seul club en France à avoir autant de filles, ce qui fait qu'on a du mal à avoir des adversaires féminins d'ailleurs. Mais je dirais que non, chacun a sa place. Les filles jouent fort, mais elles sont plus jeunes. Elles sont encore plus jeunes que les garçons. C'est une équipe les garçons de 18 à 23 ans. Les filles, c'est disparate. On commence à 17 ans et on finit plus de la quarantaine. C'est un peu un cas d'exception. Mais oui, on joue fort et on se rend compte souvent dans les entraînements aussi, les garçons, les filles. C'est ce qui est très sympa aussi dans ce club, c'est qu'on a un côté familial, on a tout intergénérationnel. Donc on a les petites filles, les petits frères, les grandes sœurs qui se mélangent avec les parents, les joueurs seniors. Ça commence à quel âge? Il y a des contre-indications? Il faut quand même avoir... Pas de contre-indication. Nous, on a limité à 6 ou 8 ans parce que sinon, il y avait trop de personnes qui venaient et c'est assez compliqué pour des jeunes de 6 ans d'expliquer, d'essayer de faire des exercices. Mais dès 8 ans, ils sont 15, 20 à s'entraîner une fois par semaine, puis après, on continue. Et à partir des moins de 13 ans, on est dans les 2 catégories, une catégorie filles, une catégorie garçons. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des équipes de 20 filles de moins de 13 ans, 20 filles de moins de 13 ans garçons.
ainsi de suite jusqu'aux adultes. Alors, finalement, là, la relève, elle est assurée, il n'y a plus trop de soucis à se faire. Vous êtes en train de faire une sélection à l'entrée ou comment ça se passe? Non, au contraire, tout le monde est le bienvenu. On est un sport encore peu connu en France. On essaie de se développer et surtout, tout le monde vient, on s'amuse. Si on veut faire de la compétition, on fait de la compétition. Si on veut juste faire du sport une fois dans la semaine, ça suffit. Et au contraire, les valeurs sont plus, voilà, on s'entraide et on essaie d'apprendre ensemble. Bon, on va quand même le mentionner, on ne va pas insister. Dans le département, il y a un deuxième club. Oui. Oui. Du côté d'Annecy, on va dire. Côté, du coup, ça se vaut à peu près au niveau, ça se tire un peu la bourre en National 1, justement. Oui. Côté, c'est le frère ou c'est le rival, du coup, ou un petit peu des deux? Plus le rival, on va dire. Forcément, c'est la première année où on joue au même niveau qu'eux. Avant, ils avaient une équipe 2, mais elle a été supprimée. Donc forcément, tout le monde veut être l'égérie du lac. Mais sur le premier match, on a perdu 4-3 au bout du suspense. Le deuxième, on l'a remporté 6-4. Ils sont mieux classés que nous, mais on ne démérite pas. On est plus une équipe jeune qui est en train sur la pente ascendante. Et donc plus côté rival. Comment vous l'imaginez, le futur du floorball, sans parler, je ne sais pas, discipline olympique ou bientôt, peut-être? Ça, ce serait bien. Ce serait bien? Ouais, c'est sûr. Il manque de la médiatisation? Il est actuellement, en fait, avant les Jeux Olympiques, il y a une étape qui s'appelle les World Games, où on essaye les sports qui pourraient être potentiellement aux Jeux Olympiques. Donc le floorball est dans les World Games. Après, pas de date encore pour les Jeux Olympiques. Un manque de médiatisation, oui, en France et dans les petits pays à côté de nous. En Suède et en Finlande, ni Suisse d'ailleurs, c'est le sport numéro 1 ou numéro 2. Donc des joueurs professionnels, etc., ça ne manque pas de médiatisation. Après, dans des pays où le hockey est plus développé, donc forcément, il y a un plus gros engouement. Forcément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Déjà de la saison, pour commencer. Beaucoup de plaisir. Plaisir, c'est pas mal ça, j'aime bien. Les playoffs, je pense, pour les équipes filles et garçons. Ouais. Donc pour aller essayer de chercher la place en finale et le titre. Après, surtout, beaucoup de nouveaux adhérents, venir découvrir le sport, de nouveaux sponsors, pourquoi pas. On est toujours à la recherche. Le message est lancé. Et puis voilà. Si je peux passer un petit message, c'est d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, les Days du Lac Floorball, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Puis si vous voulez venir essayer, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message privé et on vous donnera les créneaux d'entraînement. Et ben voilà. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci. Je vous regarde un petit instant, en plus, si vous le voulez bien, parce que vous le savez peut-être, on fait réagir quelques-uns de nos invités à une revue de presse. J'ai choisi donc des petits articles de mes confrères. Je vais vous demander ce que vous en pensez, si vous le voulez bien. On en parlait justement, le floorball au hasard. Bah oui, 35 ans d'histoire, de matchs, de grands moments de sport. Bref, la matière idéale pour lancer un tout premier musée dédié à la discipline. Si, ça existe, et c'est donc en Finlande. Forcément, logique que ça a trouvé sa place. À l'origine de cette idée, 4 précurseurs du sport qui ont rassemblé, collecté des années durant, pléthore d'informations, d'objets de collection et de reliques d'ores et déjà historiques. Si vous êtes intéressé, pour faire un pèlerinage, il faudra quand même faire un petit bout de chemin. C'est au cœur de la Finlande, à Lampala, je suis désolé de la prononciation. Il ouvrira d'ailleurs ce mardi 25 février. Il est encore temps d'aller acheter un billet d'avion. Après, il faut juste parler finnois ou suomi, comme on dit, je ne sais plus. Vous étiez au courant? Ça intéresse ça... Oui, ça m'intéresse. Alors, au courant, non. Mais super découverte. Après, je sais que voilà, la Finlande et la Suède ont peut-être 20 ans d'avance sur nous, donc ça ne m'étonne pas. Franchement, ça a l'air sympa. Il y a un marché peut-être des joueurs, les joueurs peuvent s'exporter au niveau pro sur des grosses équipes? Oui, mais avec du travail encore pour l'instant. Avec du travail. Bon. Mais forcément, on aimerait bien, le rêve. Allez, un petit mot et un petit clin d'œil surtout pour être totalement raccord avec ce week-end et les différents résultats sportifs, parce que oui, il y en avait un peu pour tous les goûts et il était difficile de passer à côté de la très belle performance d'Emilien Jacquelin sur la poursuite des manteaux d'Antol Santerselva. On parle là de biathlon et avec un grand B, s'il vous plaît, parce qu'à 24 ans, le jeune biathlète grenoblois signe donc une course, en une seule course, son premier podium, sa première victoire et son premier titre de champion du monde. C'est assez la classe. Devant Johannes Bö, qui plus est, et le russe Loginov. Martin Fourcade, lui, finit 4e au pied du podium. À noter que concernant les autres Français, ils n'ont pas démérité. Simon Dessieux se classe 7e, juste devant Quentin Fillon-Maillet, 8e, avec pourtant 6 fautes au tir. Bravo à eux tous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous libère pour ce soir et puis bon courage pour la suite de la saison et pour tous les nouvelles ouailles que vous allez recevoir, je suis sûr, en nombre cette année. Très bien, merci beaucoup. À bientôt et bonne continuation. Et puis, comme on le disait, on est totalement complet. On passe à la culture avec le Winter Rock Fest qui s'organise dès cette fin de semaine.
avec ses organisateurs sur ce plateau, Cyril Stugger et Martin Abervé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être là. Alors on le dit, Winter Rock Fest, 6e édition. On prend les mêmes, on recommence, mais encore en plus gros, encore en plus assis. Déjà en 6e édition, l'âge de raison, l'âge d'expérience, maintenant vous êtes rodés, comment ça se passe? On va dire que ça fait quand même là 3 ans qu'on organise le festival dans la même salle, à l'Agora À de l'Agora. Bonneville. Donc ça nous aide quand même beaucoup à travailler sereinement, de manière à pouvoir... on connaît bien le territoire, on connaît bien les lieux, donc déjà ça nous aide beaucoup. Et puis ensuite, nous on apprend au fil des années et on fait des choix toujours plus stratégiques pour programmer et faire plaisir au public, les accueillir dans les meilleures conditions. Justement, d'année en année, on prend du galon, on prend de l'expérience, de la reconnaissance également. C'est de plus en plus facile de caler les groupes. Maintenant, il n'y a qu'un petit appel à faire et hop, c'est signé ou... Alors, ça, je vais prendre la parole, c'est ça que c'est moi qui m'en occupe. Non, c'est pas plus facile parce que la musique, ça marche fort en France. Donc les groupes, ils sont vite sollicités, même des petits groupes ou les groupes plus importants. Donc c'est pas si simple que ça, mais il y a toujours quand même on va dire un retour très positif quand on s'intéresse à un groupe. Tout de suite, il y a une relation qui se crée parce que les gens sont, on va dire, contents et fiers qu'on puisse s'intéresser à eux. Donc c'est pas si facile que ça, mais chaque année, on s'en sort bien et on est très contents. Et ensuite, nous, on fait aussi un appel à candidature pour les groupes locaux et représenter la scène locale. C'était une des premières missions de la création du festival. Donc là, on reçoit beaucoup de candidatures. Et là, pour le coup, c'est Cyril et Samuel, le président de l'association, qui s'en occupent, qui écoutent tout ce qui est proposé. Et ensuite, Dur boulot. on fait des choix. Voilà. Alors justement, c'est vrai qu'on prend les mêmes, on recommence. En tout cas, il y a un vrai ADN qui est lié à ce festival. On disait une soirée reggae hip-hop, un petit peu bon enfant, une soirée rock metal un peu plus énervée pour les connaisseurs. Ça ne changera pas. Cette volonté de garder finalement la jeune scène montante locale, ça ne désemplit pas. Chaque année, il y a toujours autant de demandes, si ce n'est plus. Oui, alors en fait, toujours plus. Pour avoir écouté tous les groupes, je m'en vante un peu parce qu'avec Sam, on a fait un gros travail là-dessus, de prendre le temps d'écouter tous les artistes locaux qui nous demandent à jouer au festival. On a aussi des gens un peu de partout en France qui s'intéressent aussi petit à petit. Mais oui, on a toujours plus de candidatures, toujours plus. Là, on était à 200 et quelques. Enfin, voilà. Et c'est très valorisant aussi de se dire qu'on arrive à monter un festival, un projet qui intéresse aussi les groupes, certes le public, mais aussi les artistes, parce qu'on vise aussi à bien les accueillir et à faire en sorte que tout se passe bien, autant pour le public que sur la scène. Bon, alors, qui dit plus de candidatures ne dit pas forcément plus de niveau. Est-ce qu'au moins le niveau est à la hauteur de tout ce que vous pouvez Le niveau recevoir est plus qu'à la hauteur parce qu'on a vraiment du mal à chaque fois à sélectionner. Vu qu'on est sur un soir, on ne peut pas prendre tous les groupes qu'on aimerait, qu'on a entendus. On a beaucoup de coups de cœur et c'est très difficile de sélectionner ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a plus de candidatures sur le rock metal, qui est quand même l'origine du festival. On en a aussi sur la soirée reggae hip-hop du vendredi. Mais sur le métal, il y a vraiment beaucoup de propositions. Il y a une scène au Savoyard du coup qui bouge beaucoup. Oui, on s'en rend compte. Non, il y a du monde qui joue et les gens jouent bien. Et donc, nous, on a à cœur d'accueillir en fait, les groupes locaux ou amateurs dans des conditions professionnelles, en fait. Dans une grande salle avec des loges, avec du matériel technique, des techniciens qui sont là pour les accueillir et les sortir un petit peu des bars ou des cafés-concerts où c'est très important de passer par là dans le développement d'une carrière. C'est là qu'on se fabrique un public. Mais nous, on essaie vraiment d'essayer de les élever et de pouvoir leur proposer des scènes un peu plus grandes, quoi, on va dire. Bon, alors forcément, il y a la partie scène locale, scène montante qui est très importante, mais il y a aussi des grands noms, des gros titres qui font la belle affiche de cette année, notamment l'Ofofora, qu'on va attendre avec impatience. Comment ça s'est fait pour accueillir finalement un des mythes du métal de ces 30 dernières années? C'est Cyril qui avait repéré le groupe dans la région qui jouait à Lyon ce jeudi. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter quelque chose et essayer de les faire venir à Bonneville. À l'occasion de leur tournée française, du coup. C'est ça, voilà, exactement. Ils ont sorti un album là au mois de novembre, donc ils sont en pleine tournée d'album. Donc c'est des périodes qui sont quand même très propices au concert, où ils sont vraiment en recherche. Et ensuite, c'est des groupes qui sont accompagnés par des tourneurs, des agences de booking. Et donc voilà, prise de contact, et puis après négociation sur les conditions, l'accueil, technique, etc. Mais c'est pas si difficile que ça en fait. C'est des groupes qui sont en demande de jouer eux aussi. Et c'est juste qu'on est dans un cadre plus professionnel avec ce genre de groupe.
Mais non, ça se passe bien et on a toujours des réponses et c'est ça qui est important, quoi. Chaque année, ça grossit un petit peu, ce festival. Ça va arriver où? Enfin, il y a une limite déjà dans la tête. Déjà, peut-être la limite d'accueil de la salle, où elle est bientôt franchie. Je pense que ça va être le premier problème auquel on va être confronté. Après, faire en plein air, en plein hiver, c'est un peu compliqué. C'est ardu, oui. On a imaginé Il faudra plein de que- choses importantes, mais bon, ça fait quand même un peu froid chez nous. Alors, c'est pas une question qu'on se pose encore. pour Non, mais je l'instant. pense que voilà, l'Agora, c'est On- quelque chose. Voilà, la municipalité de Bonneville, elle nous met à disposition une infrastructure haut de gamme, on va dire. Ouais. Donc ça, c'est une grande chance pour nous. Et c'est nous l'objectif, on va dire, s'il y en a un, c'est d'un jour de dire que le concert est à guichet fermé et qu'il fallait prendre ses places à l'avance pour venir. Ça veut dire que l'objectif, il est là. Et ensuite, si vraiment on se rend compte qu'on pourrait encore faire plus grand, je ne sais pas si on le ferait, quoi. Nous, on a envie de garder un esprit familial, convivial. On a des partenaires du coin qui nous suivent, des gens qui nous aident, mes parents, des amis, des bénévoles, tout ça. Et on n'a pas forcément envie d'aller trop loin pour se perdre ou revendre le festival à quelqu'un d'autre Bien dans sûr. 5 ans. Je pense que si on arrive à remplir l'Agora tous les ans, Déjà, pourquoi le pas. pari, Voilà, ouais, c'est il ça, est en fait. gagné. Et alors, justement, là, à quelques jours de l'événement, comment ça se situe? Il reste des places? Il reste des places, ouais. Faut se dépêcher, quand même. Faut se dépêcher. Alors pas voilà, le tarder, message mais- est lancé. Comment ça se trouve? Forcément, Internet? On a des préventes qui sont en ligne, donc à des tarifs réduits. Le but étant que les gens puissent s'y prendre à l'avance et bien avoir leur place au chaud. Et évidemment, sur place, on a aussi une billetterie, donc les gens peuvent aussi acheter sur le moment. Place, mais... On fait des passes un jour, on fait des passes 2 jours. Ça permet, d'ailleurs, on a pas mal de passes 2 jours. Oui, ça fait plaisir. On voit que les gens sont aussi ouverts à différents genres de musique et c'était totalement le but des 2 C'est soirées. un peu le défi, d'essayer de créer un vrai lien, un vrai pont entre les 2 soirées et de ne pas scinder le public forcément. Alors la soirée métal, rock reste quand même un peu plus forte parce que c'est l'ADN même du festival depuis le début. Mais voilà, on essaie de créer un lien entre ces 2 soirées et on a quand même vendu 2 fois plus de passes de jour que l'an passé. On est très en avance Belle progression. on est très en avance sur nos chiffres de billetterie par rapport à l'an passé. Et ça, c'est beaucoup de travail, notamment celui de Cyril, sur la communication, la mise en place, remplir les canaux de communication, les réseaux sociaux, tout ça. Et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément faire, nous, de base. Donc on apprend petit à petit. Mais vraisemblablement, Et j'ai l'impression le que cette pari, année, ça commence à le faire. Ça comme on commence dit. à prendre, c'est ça. Tout à Eh fait. ben, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Bon courage pour ce week-end. Hein. Merci, J'imagine ouais. qu'après, il y aura la petite pause syndicale. Oui, Oui. oui. Bah après, comme tout le monde, il faut retourner au boulot. Mais, C'est normal. Bon, en tout cas, bon courage pour ce qui s'annonce. Merci. Et on vous le répète, Winter Rock Fest, ce sera donc ce week-end du côté de l'Agora de Bonneville. Il reste encore quelques places sur place, mais seulement si vous êtes audacieux. On est déjà à la fin de cette émission. Juste après la pub, c'est le JT. Donc restez bien fidèles à 8 Mont-Blanc et nous on se retrouve juste après. À tout de suite. Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes, villages et stations. Le maire reste l'élu préféré.